Mon fils m'a envoyé un message. Ne viens pas à mon mariage. Ma femme ne veut pas te voir. J'ai fermé ses comptes bancaires en silence. Le lendemain, tous les deux se sont présentés à ma porte. Je suis heureux que vous soyez ici avec moi. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et écoutez mon histoire jusqu'à la fin. Et dites-moi de quelle ville vous m'écoutez. Comme ça, je pourrai voir jusqu'où mon histoire a voyagé. J'avais passé 32 ans à bâtir une vie dont j'étais fier. Après que ma femme Isabelle soit morte d'une crise cardiaque alors que notre fils Julien n'avait que 12 ans, j'ai travaillé à 2 emplois. Directeur de banque le jour, expert comptable pour petites entreprises la nuit, pour m'assurer que Julien ne sente jamais l'absence de sa mère sur le plan matériel. J'économisais chaque euro disponible, j'investissais prudemment, et au moment où Julien a obtenu son diplôme universitaire en marketing, j'avais constitué un patrimoine confortable. Nous étions proches, du moins je le croyais. Il m'appelait chaque dimanche, venait pour les fêtes et disait toujours que j'étais son meilleur ami. Puis il a rencontré Vanessa. Au début, j'étais ravi. Mon fils, 28 ans, enfin sérieux avec quelqu'un. Quand il l'a amené dîner 6 mois après le début de leur relation, j'ai remarqué de petites choses. La façon dont elle répondait aux questions adressées à Julien. Comment elle le corrigeait quand il parlait de son enfance, insistant sur le fait que sa version des événements qu'il lui avait racontés était plus exacte que ses propres souvenirs. Julien, tu m'as dit que ton père travaillait dans une banque, pas qu'il était directeur, avait-elle dit en riant légèrement. Soyons honnêtes sur les choses. J'ai laissé passer. Les nouvelles relations ont des moments gênants, mais les signes se sont multipliés. Julien a cessé d'appeler chaque dimanche. Quand il appelait, Vanessa était toujours là, sa voix en arrière-plan, commentant notre conversation. C'est encore ton père? Tu ne lui as pas déjà parlé? Je l'entendais dire. Ses visites sont devenues moins fréquentes. Quand j'ai demandé pour Thanksgiving, il a hésité. Vanessa pense qu'on devrait commencer nos propres traditions, a-t-il expliqué. Tu comprends, n'est-ce pas, papa? J'ai essayé de comprendre. Vraiment. L'annonce des fiançailles est arrivée par message texte. Pas un appel téléphonique, pas une visite. Un texto avec une photo de la main de Vanessa arborant une bague en diamant qui devait coûter 3 mois du salaire de Julien. Nous sommes fiancés. Mariage dans 3 mois. Détail à suivre. 3 mois. C'était ma première vraie alarme. Pourquoi cette précipitation? J'ai appelé immédiatement. Vanessa a répondu au téléphone de Julien. Oh, salut, Marc, a-t-elle dit, sa voix mielleuse. Julien est sous la douche. Mais oui, nous sommes tellement excités. Ce sera une cérémonie intime, juste nos proches. J'aimerais aider avec la planification, ai-je proposé. J'économise pour le mariage de Julien depuis des années. Il y a eu une pause. C'est tellement généreux, mais nous voulons faire ça nous-mêmes. C'est important pour nous d'être indépendants. Tu sais, nous sommes adultes. Le mot adulte a piqué, comme si je les avais traités comme des enfants. Au cours des 2 mois suivants, j'ai été systématiquement exclu. Discussion sur la liste d'invités sans moi. Sélection du lieu, shopping de robes avec la mère de Vanessa, dégustation de gâteaux. Tout s'est déroulé comme si je n'existais pas. Quand j'ai demandé directement à Julien, il est devenu défensif. Papa, tu es contrôlant. Vanessa et moi avons besoin d'espace pour construire notre vie. Contrôlant? J'avais demandé à voir la liste d'invités. Puis, 3 semaines avant le mariage, mon téléphone a vibré avec un message de Julien. Mes mains tremblaient en le lisant. Ne viens pas à mon mariage. Vanessa ne veut pas que tu sois là. Elle dit que tu as été peu solidaire et critique envers elle. Je dois donner la priorité à ma future femme. S'il te plaît, respecte nos souhaits. Je l'ai lu 5 fois. Chaque fois, les mots semblaient plus impossibles. Ne viens pas à mon mariage. Mon fils unique, le garçon que j'avais élevé seul, pour qui j'avais tout sacrifié, me désinvitait au jour le plus important de sa vie parce qu'une femme qu'il connaissait depuis moins d'1 an le lui avait dit. Qu'avais-je fait de critique? Quand avais-je été peu solidaire? J'ai appelé. Messagerie vocale. J'ai rappelé. Messagerie vocale. J'ai envoyé un SMS. Julien, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de ça. Pas de réponse. Pendant 2 jours, j'ai à peine dormi. Je rejouais chaque interaction avec Vanessa, cherchant le moment où je l'avais offensée. Avais-je posé trop de questions? Offert trop de conseils? Je n'ai rien trouvé. J'avais été poli, accueillant, même généreux. Le 3e jour, assis à ma table de cuisine avec du café froid et une pile de courriers non ouverts, quelque chose a changé en moi.
La douleur a commencé à se calcifier en quelque chose de plus dur. J'ai pris mon téléphone et passé un appel à la banque où j'avais encore des relations. En 1 heure, j'avais fermé les comptes joints que j'avais ouverts pour Julien quand il avait eu 18 ans. Des comptes que j'avais alimentés, des comptes qui portaient encore mon nom. 73 000 euros. C'est ce que j'avais économisé pour son avenir. J'ai transféré chaque centime sur mon compte personnel. Puis j'ai attendu. Le silence après la fermeture des comptes était assourdissant. Je me suis assis dans mon salon ce soir-là, la même pièce où Julien avait fait ses premiers pas, où nous avions célébré son bac, où il m'avait annoncé son premier emploi. Les photographies sur la cheminée semblaient se moquer de moi maintenant. Avais-je imaginé notre proximité? Avais-je été un imbécile? Non, je connaissais mon fils. Le Julien qui avait envoyé ce texto cruel n'était pas le vrai Julien. Il était manipulé, et j'avais été trop poli, trop accommodant pour le voir clairement. Je me suis préparé du thé, et j'ai commencé à réfléchir systématiquement, de la même manière que j'avais abordé les problèmes durant ma carrière bancaire. Que savais-je réellement? Vanessa avait isolé Julien de moi en 8 mois. Elle l'avait précipité dans des fiançailles. Elle l'avait convaincu de désinviter son propre père de son mariage. Pourquoi? L'argent. Ça revenait toujours à l'argent. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé mes recherches. Vanessa Chen, 26 ans, travaillait comme consultante en médias sociaux, ce qui, autant que je pouvais le déterminer, signifiait qu'elle postait des photos en ligne et appelait ça une carrière. Son Instagram était public. Sacs de créateurs, vacances de luxe, repas au restaurant qui coûtaient plus que ce que je dépensais en courses en une semaine. Comment une consultante en médias sociaux pouvait-elle se permettre tout ça? J'ai creusé plus profondément. Sa relation précédente, mentionnée dans des publications plus anciennes, avait été avec Marcus Hendrickson, un nom que je reconnaissais des actualités locales. C'était un promoteur immobilier nettement plus âgé qui avait récemment déposé le bilan après un divorce compliqué. Le timing était intéressant. Vanessa avait commencé à sortir avec Julien exactement 2 semaines après que les problèmes financiers de Marcus soient devenus publics. Coïncidence? Je ne croyais plus à ça. J'ai sorti le carnet que j'avais gardé avec les documents financiers liés à Julien. Les comptes joints n'étaient pas la seule connexion financière que nous avions. Quand Julien avait commencé son emploi en marketing il y a 3 ans, j'avais co-signé le bail de son appartement parce que son crédit se construisait encore. J'avais aussi co-signé son prêt automobile. Et il y avait le fonds universitaire que j'avais créé quand il était né. Techniquement, une fiducie avec moi comme fiduciaire jusqu'à ses 30 ans, ce qui n'arriverait pas avant 2 ans encore. Si Vanessa pensait qu'elle épousait quelqu'un de riche à travers Julien, elle allait être déçue. Mon fils gagnait un salaire décent, mais rien d'extraordinaire. Les vrais actifs étaient à mon nom ou dans des fiducies que je contrôlais. Le savait-elle? Julien le lui avait-il dit? Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Monsieur Dufresne? Une voix de femme, professionnellement froide. C'est Jessica Moreno de la First National Bank. J'appelle concernant une activité inhabituelle sur des comptes liés à votre nom. Mon estomac s'est serré. Quel genre d'activité? Quelqu'un a tenté d'accéder au compte joint se terminant par 14682 il y a environ 3 heures. Le système l'a signalé comme fermé, mais il y a eu plusieurs tentatives de connexion avec le bon mot de passe. Je voulais vérifier que ce n'était pas vous. Ce n'était pas moi. Ce compte a été fermé ce matin à ma demande. Je vois. L'adresse IP des tentatives de connexion provient d'un emplacement dans le centre de Paris. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait eu les identifiants de connexion? Le centre de Paris. Où Vanessa vivait? Je crois que oui, ai-je dit lentement. Pouvez-vous noter dans votre système que toute tentative d'accéder à mes comptes ou à tout compte portant mon nom doit être signalée immédiatement et me être rapportée? Absolument, monsieur Dufresne. Je vais en prendre note. Avez-vous envisagé de déposer un rapport de police? Pas encore, mais merci pour l'avertissement. Après avoir raccroché, je suis resté très immobile. Vanessa avait essayé d'accéder au compte. Pas Julien. L'adresse IP le confirmait. Elle avait ses mots de passe et elle avait essayé d'accéder à l'argent quelques heures après le texto du mariage. Ce n'était pas une question d'amour. Ce n'était pas Julien construisant une vie avec une partenaire. C'était une femme qui avait identifié une cible et travaillé systématiquement pour le couper de quiconque pourrait interférer avec ses plans. Eh bien, elle avait choisi le mauvais père à affronter.
J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable et commencé à taper. En haut, j'ai écrit Projet Julien. En dessous, j'ai listé tout ce que je savais, chaque connexion, chaque actif. Puis j'ai commencé à passer des appels. D'abord à mon avocat, Gérald Wu, qui avait géré la succession d'Isabelle et connaissait notre famille depuis 20 ans. Gérald, je dois te parler de la protection des actifs et éventuellement de la mise à jour de certains documents de fiducie. Marc, tout va bien? Non, ai-je dit, mais ça ira. Peux-tu me voir demain matin? Je vais me libérer, 9 heures. Parfait. Au moment où je me suis couché ce soir-là, j'avais le squelette d'un plan. Je protégerais ce que j'avais construit. Je protégerais mon fils, même s'il me détestait actuellement pour ça. Et je m'assurerai absolument que Vanessa Chen découvre que je n'étais pas un vieil homme qui pouvait être écarté. J'avais construit une vie à partir de rien, une fois déjà. Je pouvais le refaire. Le bureau de Gérald Wu sentait les vieux livres et le café, réconfortant dans sa familiarité. Il a écouté sans m'interrompre pendant que je lui exposais tout. Les fiançailles soudaines, l'interdiction du mariage, la tentative de Vanessa d'accéder au compte fermé, mes soupçons sur ses motivations. Quand j'ai terminé, il s'est renversé dans son fauteuil en cuir. Marc, qu'est-ce que tu veux accomplir exactement ici? Je veux protéger l'héritage de Julien. Je veux m'assurer que si ce mariage est ce que je pense, un stratagème financier, elle ne peut pas toucher à ce que j'ai construit pour lui. Gérald a hoché lentement la tête. Nous pouvons absolument faire ça. La fiducie que tu as établie pour Julien n'arrive pas à maturité avant ses 30 ans. Et tu es le seul fiduciaire. Nous pouvons ajouter un langage qui la rend irrévocable et spécifie que tout héritage est sa propriété séparée, pas matrimoniale. Même s'il est au marié, Vanessa n'y aurait aucune revendication. Fais-le. Il y a autre chose que tu devrais envisager. A continué Gérald. Si tu es préoccupé par l'exploitation financière, tu pourrais engager un détective privé. Je connais quelqu'un de discret qui se spécialise dans les vérifications d'antécédents, les historiques financiers. J'ai hésité. Cela semblait invasif, comme si j'espionnais mon propre fils. Mais ensuite, je me suis souvenu du message texte. Ne viens pas à mon mariage. Donne-moi le nom, ai-je dit. Cet après-midi-là, l'enquêtrice Rachel Torres était assise dans mon salon, avec un ordinateur portable et un bloc-notes. Elle avait la quarantaine, efficace, avec des yeux bienveillants qui avaient probablement trop vu. « Je dois être honnête avec vous, monsieur Dufresne », a-t-elle dit après que j'ai expliqué la situation. « La plupart de ce que je trouve dans des cas comme ceux-ci n'est pas agréable. Êtes-vous prêt pour ça? J'ai besoin de connaître la vérité. D'accord, donnez-moi 3 jours. » Elle m'a rappelé en deux. « Monsieur Dufresne, pouvez-vous venir à mon bureau? Je préférerais vous montrer ça en personne. » Le trajet jusqu'à son bureau m'a semblé durer des heures. Quand je suis arrivé, Rachel avait des papiers étalés sur sa table de conférence comme des preuves sur une scène de crime. « Asseyez-vous », a-t-elle dit doucement. Le premier document était un rapport de crédit. Le rapport de crédit de Vanessa Chen. Elle a 47 000 € de dettes de carte de crédit, a expliqué Rachel. La plupart accumulées au cours des 18 derniers mois. Les créanciers ont commencé des procédures de recouvrement. Le document suivant était un dépôt de tribunal. Elle a été expulsée de son dernier appartement pour non-paiement du loyer. C'était 4 mois avant de rencontrer Julien. Puis sont venues les photographies imprimées depuis les réseaux sociaux, datées et annotées. Remarquez la chronologie ici. Elle est sortie avec Marcus Hendrickson pendant 2 ans. Il lui a acheté une voiture, payé des vacances, son loyer. Quand son entreprise s'est effondrée et que sa femme a déposé le divorce, les publications de Vanessa sur lui se sont arrêtées immédiatement. 2 semaines plus tard, première photo avec Julien. Mes mains me semblaient froides. « Il y a plus », a dit Rachel calmement. Elle a fait glisser un autre document sur la table. Ceci est une demande de prêt au nom de Julien soumise, il y a 3 semaines, à une société de prêt privé pour 50 000 €. Elle a été refusée parce que le ratio revenu-dette de Julien ne qualifiait pas. Mais regardez les coordonnées. J'ai regardé. L'adresse e-mail était celle de Vanessa. Le numéro de téléphone était le sien. Elle a essayé de contracter un prêt en son nom sans qu'il le sache? Très probablement, la signature sur la demande ne correspond pas à la signature de Julien dans les dossiers de sa banque. J'ai fait une vérification croisée. C'est de la fraude, monsieur Dufresne. De la fraude claire et documentable. La pièce semblait basculer.
Mon fils était fiancé à une femme qui commettait activement des crimes en utilisant son identité. Et le mariage? Ai-je demandé. Pourquoi cette précipitation? Rachel a fait apparaître quelque chose sur son ordinateur portable et l'a tourné vers moi. J'ai trouvé le contrat du lieu. Ils se marient au jardin botanique de Bellevue. Bel endroit. Mais voici ce qui est intéressant. Elle a dit au coordinateur du lieu qu'elle devait être mariée avant la fin de ce mois en raison de stipulations d'héritage dans le testament de la grand-mère de Julien. Sa grand-mère, ma mère, est morte il y a 15 ans. Il n'y a pas de stipulation. Exactement. Elle a menti au vendeur, possiblement à Julien aussi. Mon hypothèse, elle a besoin du certificat de mariage pour quelque chose. Accès à ses avantages au travail? Peut-être, ou pour légitimer sa position avant que quelqu'un comme vous puisse intervenir. J'ai fixé les papiers. Voilà. Des preuves. Pas des soupçons. Pas de la paranoïa paternelle. Fraude criminelle, vol d'identité, une campagne calculée pour exploiter mon fils. Rachel, j'ai besoin de copies de tout. Et j'ai besoin que tu documentes davantage, si tu peux. Relevé téléphonique. Tout ce qui montre le schéma. J'aurai un rapport complet d'ici demain. Mais Monsieur Dufresne, elle a fait une pause. Vous devez le dire à Julien. J'ai essayé. Il ne me parlera pas. Alors vous devez le forcer à écouter, parce que dans 2 semaines, il va épouser quelqu'un qui a déjà commis des crimes en son nom. Si elle obtient ce certificat de mariage, la fraude devient exponentiellement plus compliquée. J'ai quitté le bureau de Rachel avec un dossier plein de preuves et une décision se cristallisant dans mon esprit. Julien ne prenait pas mes appels, ne lisait pas mes textos. Très bien. Mais il ne pouvait pas ignorer une lettre recommandée d'un avocat. Ce soir-là, je me suis assis avec Gérald et nous avons rédigé une lettre. Elle était formelle, citant les preuves, expliquant les implications légales, offrant de rencontrer Julien pour discuter de la situation. Nous l'avons envoyée par courrier certifié, nécessitant sa signature. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu à nouveau. Vous avez du culot. La voix de Vanessa tremblait de rage. Envoyer des menaces légales pour nous harceler avant notre mariage. Donc, elle avait intercepté la lettre? Bien sûr. La lettre était pour Julien. Ai-je dit calmement. Julien ne veut pas vous parler. Vous êtes un vieil homme amer et contrôlant qui ne supporte pas de le voir heureux. Alors qu'il me le dise lui-même. Passez-le-moi. Il n'est pas là. Où est-il, Vanessa? Ça ne vous regarde pas. Elle criait maintenant. Maintenant, tenez-vous loin de nous, loin de notre mariage, où je jure que je vais obtenir une ordonnance restrictive. Sur quelle base? Envoyer des informations factuelles à mon propre fils? Elle a raccroché. Je suis resté assis là, téléphone en main, et j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais touché un nerf. Vanessa paniquait, ce qui signifiait qu'elle savait que son stratagème se défaisait. Bien. Quelle panique. La guerre avait officiellement commencé. Je n'ai pas attendu le prochain mouvement de Vanessa. Le matin après son appel menaçant, j'ai exécuté le plan que Gérald et moi avions affiné. Premièrement, les documents de fiducie ont été mis à jour et déposés. L'héritage de Julien était maintenant verrouillé dans une fiducie irrévocable, intouchable par tout conjoint, protégé jusqu'à son 35e anniversaire avec des termes de distribution stricts. Même s'il épousait Vanessa, même s'il restait marié pendant des décennies, elle ne pourrait pas accéder à un centime. Deuxièmement, je me suis retiré comme co-signataire du bail d'appartement de Julien. J'ai appelé le propriétaire directement, expliqué que ma responsabilité financière pour le bail devait prendre fin et payer des frais pour être libéré de l'accord. Le propriétaire était compréhensif. Apparemment, Vanessa avait été difficile concernant les plaintes de bruit des voisins. Troisièmement, et c'était plus dur, j'ai contacté le concessionnaire automobile et commencé les procédures pour retirer mon nom du prêt auto de Julien. Cela nécessiterait que Julien refinance seul ou risque de perdre le véhicule. C'était dur, mais nécessaire. Je ne pouvais pas laisser de fil financier que Vanessa pourrait tirer. Enfin, j'ai déposé un rapport de fraude auprès de la police concernant la demande de prêt soumise au nom de Julien. J'ai apporté les preuves de Rachel, l'analyse de signature, tout. L'officier qui a pris ma déclaration était compatissant, mais réaliste. Monsieur, à moins que votre fils ne porte plainte lui-même, cela va être difficile à poursuivre. C'est un adulte, et techniquement, s'il lui a donné accès à ses informations personnelles, il ne savait pas qu'elle faisait ça. Pouvez-vous le prouver? Je ne pouvais pas. Pas encore. Mais le rapport était déposé. C'était documenté. Une trace papier grandissait.
J'étais à la maison, épuisé, buvant du thé et révisant mes prochaines étapes quand ma sonnette a retenti à 20h30. Par la fenêtre, j'ai vu la voiture de Julien dans mon allée. Mon cœur a bondi. Enfin, il était venu parler. J'ai ouvert la porte. Julien se tenait là. Mais il n'était pas seul. Vanessa était à ses côtés, sa main agrippant son bras comme un maître chien avec un chien. Son visage était composé, mais ses yeux étaient de la fureur froide. Nous devons parler, papa, a dit Julien. Sa voix était raide, répétée. Bien sûr, entrez. Ils sont entrés dans mon salon, comme des envahisseurs. Vanessa s'est assise sur mon canapé, comme si elle en était propriétaire, tandis que Julien restait debout, mal à l'aise. Vous avez franchi une ligne, a commencé Vanessa immédiatement. Déposer de faux rapports de police. Essayer de saboter les finances de Julien. C'est de l'abus envers les personnes âgées, Marc. Nous pourrions vous poursuivre. J'ai presque ri. Abus envers les personnes âgées? J'ai 62 ans et je suis en parfaite santé. Et le rapport de police n'est pas faux. Vous avez commis une fraude. Je n'ai rien fait de tel. Julien m'a donné la permission de gérer ses finances. L'as-tu fait, Julien? Je regardais mon fils directement. Lui as-tu donné la permission de demander un prêt de 50 000 € en ton nom? Il a cligné des yeux. Quel prêt? La main de Vanessa s'est resserrée sur son bras. Chérie, souviens-toi, nous avons parlé de ce prêt pour les dépenses du mariage? Nous n'avons jamais parlé d'aucun prêt, a interrompu Julien, l'air confus. Vanessa, de quoi parle-t-il? Ton père ment pour nous séparer. Il fait ça depuis le début. Il me déteste parce que je te prends loin de lui. Je suis allé à mon bureau et sorti le dossier que Rachel m'avait donné et l'ai tendu à Julien. Lis ça. Tout. Ensuite, décide qui ment. Il a ouvert le dossier. J'ai observé son visage pendant qu'il lisait. Confusion, puis choc, puis quelque chose qui ressemblait au début du doute. Vanessa a essayé de prendre le dossier, mais il l'a éloigné. Ceci dit que tu as essayé d'accéder à mes comptes bancaires, que tu as demandé un prêt en utilisant mes informations, que tu as 47 000 € de dette. C'est fabriqué. Il a engagé un enquêteur pour inventer des mensonges. Le rapport de crédit provient du bureau officiel. Julien. Ai-je dit calmement. La demande de prêt a une signature falsifiée. Les relevés bancaires, les tentatives d'accès non autorisées. Ce n'est pas fabriqué. Ce sont des faits documentés. Julien a regardé entre nous, son visage pâle. Vanessa. N'ose pas douter de moi. Vanessa s'est levée, sa composition se fissurant. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai rendu meilleur, plus indépendant. Ton père est un narcissique contrôlant qui ne peut pas lâcher prise. Il essaie de saboter notre mariage parce qu'il est jaloux. Jaloux? Le mot était absurde. J'essaie de le protéger d'une arnaqueuse, comment osez-vous? Vanessa s'est tournée vers Julien. Vas-tu la laisser me parler comme ça? Vas-tu défendre ta future femme ou vas-tu rester assis là comme un lâche? Julien s'est levé, le visage rouge. Papa, tu dois t'excuser maintenant. Si tu ne peux pas faire ça, nous partons. Je ne m'excuserai pas d'avoir dit la vérité. Alors tu choisis ça, a dit Vanessa en prenant son sac. Tu choisis ta fierté plutôt que ta relation avec ton fils. J'espère que ça en vaut la peine. Elle s'est dirigée vers la porte. Julien l'a suivie, mais au seuil, il s'est retourné. Pendant juste une seconde, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. De l'incertitude, peut-être même de la peur. Mais ensuite, Vanessa a appelé son nom sèchement et il est parti. La porte a claqué. Je suis resté dans mon salon, mon café depuis longtemps froid, et j'ai senti mes mains trembler. Ce n'avait pas été une tentative de réconciliation, c'était une négociation d'otages. Déposez vos armes, abandonnez votre position, ou vous ne reverrez jamais votre fils. Et j'avais refusé. Avais-je tort? Aurais-je dû simplement m'excuser, ravaler ma fierté, rester dans la vie de Julien, même si cela signifiait regarder Vanessa le détruire financièrement? Non. Non. Parce qu'une excuse aurait légitimé son récit. Cela m'aurait fait le méchant dans l'esprit de Julien de façon permanente. Et plus que ça, cela aurait signalé à Vanessa que je pouvais être manipulé, contrôlé, forcé à reculer. Je ne lui donnerais pas ce pouvoir. Mais Dieu, que ça faisait mal. La peur s'insinuait maintenant. Et si je venais de perdre mon fils pour toujours? Et s'il l'épousait et que je ne le récupérais jamais? Je me suis assis lourdement sur le canapé et me suis permis de pleurer pour la première fois depuis le début de ce cauchemar.
J'ai pleuré pour le petit garçon qui tenait ma main en traversant les rues, pour l'adolescent qui m'avait appelé après son premier chagrin d'amour, pour l'homme qui m'avait dit un jour que j'étais son héros. J'ai pleuré pendant environ 10 minutes, puis j'ai essuyé mes yeux, redressé mon dos et appelé Gérald. Ils viennent juste d'essayer de m'extorquer, lui ai-je dit. Je dois documenter ça, chaque mot. Raconte-moi tout, a-t-il dit, pendant que je relatais la conversation, l'écrivant en détail pendant que c'était frais. J'ai senti la peur se transformer en quelque chose d'autre, quelque chose de plus dur et plus tranchant. Vanessa m'avait montré son jeu. Elle devenait désespérée. Les gens désespérés font des erreurs. Et quand elle ferait la sienne, je serais prêt. Le mariage était prévu pour 15 heures le dimanche au Jardin botanique de Bellevue. Je ne prévoyais pas d'y assister. Je n'étais pas invité, et je n'allais pas causer une scène qui ne ferait que blesser Julien davantage. Mais j'avais prévu autre chose. Samedi après-midi, la veille du mariage, j'ai reçu un appel de Rachel Torres. « Monsieur Dufresne, vous devez voir ça. Je vous l'envoie par email maintenant. » J'ai ouvert mon ordinateur portable et trouvé son message. Joint étaient des relevés bancaires. Les relevés bancaires de Julien des 3 dernières semaines. « Comment les avez-vous obtenus ?» ai-je demandé, bien que je soupçonnais le savoir. Julien me les a demandés. Il me les a envoyés par email ce matin et m'a demandé de les examiner. Je pense qu'il commence à avoir des doutes, mais il a besoin de confirmation. J'ai parcouru les documents. Il y avait des retraits que je ne reconnaissais pas, des virements vers des comptes que je ne connaissais pas. Et puis, je l'ai vu. Un virement de 8 000 € vers un compte étiqueté VC personnel, Vanessa Chen personnel. Rachel, qu'est-ce que je regarde? Julien a payé ses dettes. Voyez ces virements? Ils correspondent exactement aux dates d'échéance de paiement sur ses comptes de carte de crédit. Il ne le sait pas, mais elle utilise son argent pour rester à flot tout en maintenant son style de vie de luxe. Les 8 000 €, c'était il y a 3 jours, juste après que vous ayez refusé de vous excuser. Mon estomac s'est serré. Julien a-t-il vu ça? Pas encore. Il m'a demandé de tout compiler et de le présenter dans un format clair. Je pense qu'il a peur de ce qu'il va trouver, mais il est prêt à connaître la vérité. Je le rencontre demain matin, 10 heures au café du centre-ville, sur la 5e avenue. Demain matin, le jour de son mariage. Il a spécifiquement demandé ça? Oui, Monsieur Dufresne, je pense que votre fils cherche une raison de ne pas aller jusqu'au bout. Après avoir raccroché, je suis resté très immobile. Julien rencontrait l'enquêtrice le jour de son mariage. Cela signifiait quelque chose. Cela signifiait que le doute dont Patricia avait parlé grandissait, le consumait. Mais serait-ce suffisant? Ou Vanessa le convaincrait-elle à nouveau? J'ai pris une décision. Dimanche matin, je me suis réveillé à 6 heures, me suis habillé soigneusement dans un costume bleu marine et conduit jusqu'au centre de Paris. Le café où Julien rencontrait Rachel était à un coin de rue avec de grandes fenêtres. Je pouvais le voir arriver à 9h50, l'air de ne pas avoir dormi. Rachel est arrivée à 10 heures précises, portant un dossier. Je ne suis pas entré. J'ai attendu dans ma voiture de l'autre côté de la rue, observant. Ils se sont assis à une table près de la fenêtre. Je pouvais voir Rachel ouvrir le dossier, pointer vers des documents. Je pouvais voir le visage de Julien pendant qu'il lisait, son expression passant de la confusion au choc à quelque chose qui ressemblait à la dévastation. Il a mis sa tête dans ses mains. Ils ont parlé pendant 40 minutes. À un moment, Julien a sorti son téléphone, fait défiler quelque chose, l'a montré à Rachel. Elle a hoché la tête gravement. Puis à 10h40, le téléphone de Julien a sonné. Même de l'autre côté de la rue, je pouvais le voir se tendre. Il a répondu, écouté, et son visage est devenu pâle. Il s'est levé brusquement, a dit quelque chose à Rachel et s'est précipité hors du café. J'ai démarré ma voiture et l'ai suivi, gardant mes distances. Il a conduit jusqu'à son immeuble. Je me suis garé à un pâté de maison et j'ai observé alors qu'il courait à l'intérieur. 10 minutes plus tard, il est ressorti portant 2 grandes valises et un sac à dos. Ses mains tremblaient si violemment qu'il a laissé tomber une des valises sur le trottoir. Mon téléphone a vibré. Un texto de Rachel. Vanessa vient de l'appeler en hurlant à propos d'argent. Il a compris. Restez proche. Julien a chargé les sacs dans sa voiture et est parti. Je l'ai suivi prudemment, mon cœur battant. Il n'est pas allé vers le jardin botanique de Bellevue. Il a conduit vers mon quartier. Quand il s'est garé dans mon allée, j'étais encore à 2 pâtés de maison.
Au moment où je suis arrivé, il était assis sur les marches de mon perron, la tête dans ses mains, entouré de ses valises. Je me suis garé et me suis approché lentement. Il a levé les yeux et son visage était strié de larmes. Papa, sa voix s'est brisée. Papa, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Je me suis assis à côté de lui sur les marches. Dis-moi ce qui s'est passé. J'ai demandé à Rachel d'examiner mes relevés bancaires parce que les choses ne correspondaient pas. Vanessa n'arrêtait pas de dire qu'on n'avait pas d'argent pour des choses, mais je gagne un salaire décent et je n'ai pas beaucoup dépensé. Rachel m'a tout montré ce matin. Vanessa a viré de l'argent de mon compte pendant des mois, des milliers d'euros, pour payer ses dettes, acheter des choses, tout ça dans mon dos. Il s'est essuyé les yeux. Puis, pendant que j'étais encore au café, elle m'a appelé en hurlant, disant que l'organisateur de mariage exigeait 8 000 euros immédiatement, ou ils annuleraient tout. Elle avait besoin que je fasse un virement tout de suite. Et j'ai réalisé qu'elle ne m'aime pas. Elle ne l'a jamais fait. Tout ça concernait l'argent. Julien, papa, je suis allé à l'appartement pour prendre mes affaires et j'ai trouvé son ordinateur portable ouvert. Elle était au téléphone avec quelqu'un et je l'ai entendu dire « Il suffit de l'amener à l'hôtel. On pourra vider ses comptes après la lune de miel. » Papa, ses yeux étaient remplis de douleur. Elle parlait de moi comme si j'étais une cible. J'ai mis mon bras autour de lui pendant qu'il sanglotait. J'ai annulé le mariage, a-t-il dit. J'ai appelé le lieu, leur ai dit que c'était terminé. Vanessa ne le sait pas encore. Elle est au jardin botanique, probablement en train de se préparer, et elle n'a aucune idée. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. J'ai bloqué son numéro, pris mes affaires, et je suis parti. Papa, je t'ai dit de ne pas venir à mon mariage. J'ai dit des choses terribles. Je l'ai choisi plutôt que toi. Et elle m'utilisait tout ce temps. Arrête. Je l'ai tourné pour qu'il me fasse face. Tu as été manipulé, Julien. Elle est très douée pour ça. Tu n'es pas le méchant ici. Elle l'est. Mon téléphone a vibré, puis encore, puis a commencé à sonner. Numéro inconnu. J'ai répondu, le mettant sur haut-parleur. Où est-il? La voix de Vanessa était de la pure fureur. Où est Julien? Il ne répond pas à son téléphone. Le mariage commence dans 4 heures. Julien est en sécurité, ai-je dit calmement. Vous avez fait ça. Vous l'avez empoisonné contre moi. J'appelle la police. C'est du harcèlement. C'est terminé, Vanessa. Julien sait tout. Les dettes, les virements, la fraude de prêt, tout. C'est fini. Il y a eu une pause, puis sa voix a changé, est devenue suppliante. Passez-le-moi. S'il vous plaît, je peux tout expliquer. C'est un malentendu. Non. Julien a pris mon téléphone. Ce n'est pas un malentendu. Je t'ai entendu, Vanessa. Vider ses comptes après la lune de miel. Tu pensais que je ne le découvrirais pas? Bébé, ce n'était pas... Je parlais d'autre chose? Arrête de mentir. Sa voix était forte maintenant, en colère. J'ai vu les relevés bancaires. J'ai vu les rapports de crédit. Je sais tout sur Marcus, sur l'expulsion, sur tout. Mon père avait raison sur toi depuis le début. Si tu ne te présentes pas à ce mariage, tu vas le regretter. Je vais te poursuivre pour rupture de promesse. Je vais ruiner ta réputation. Je vais... Essaye, ai-je dit en reprenant le téléphone. Nous avons des documents sur la fraude, le vol d'identité et l'exploitation financière. Tu essaies de poursuivre et nous t'enterrerons sous des accusations criminelles. Elle hurlait maintenant, incohérente. Puis la ligne est devenue morte. Julien et moi sommes restés assis sur les marches du perron en silence pendant un moment. « Que fais-je maintenant » a-t-il demandé calmement. « Maintenant tu rentres, on prend du thé et tu réfléchis à ton prochain chapitre. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu respires juste. » Il a hoché la tête, se levant lentement. Alors que nous rassemblions ses valises, mon téléphone a vibré une dernière fois. Un texto d'un numéro inconnu, probablement Vanessa depuis un téléphone différent. Ce n'est pas fini. Je l'ai supprimé et ai aidé mon fils à rentrer ses sacs. En fait, je pensais que c'était très certainement terminé. La semaine suivant l'annulation du mariage a été un chaos contrôlé. Julien est resté chez moi, dormant dans son ancienne chambre, guérissant lentement. Vanessa a essayé d'appeler 17 fois depuis différents numéros. Nous avons bloqué chacun. Elle a envoyé des emails allant du suppliant au menaçant. Gérald a conseillé de tout sauvegarder, de ne rien répondre. Le mardi, elle est apparue sur ma pelouse en hurlant que Julien avait volé ses affaires.
J'ai appelé la police. L'officier l'a informé qu'elle était en violation de propriété et devait partir immédiatement ou faire face à une arrestation. Elle est partie en menaçant de poursuite. Le mercredi, Julien et moi sommes allés au commissariat et avons formellement étendu le rapport de fraude. Avec la coopération de Julien, le dossier est devenu solide. L'inspectrice Sarah Chen a écouté avec un dégoût croissant. C'est de l'abus financier classique. Vol d'identité, fraude bancaire, exploitation financière. C'est sérieux. Le jeudi, Gérald a déposé une poursuite civile au nom de Julien pour les 32 000 € que Vanessa avait volés. Nous avons joint les relevés bancaires, les rapports de police, l'enquête de Rachel, tout. Ce n'était pas une question de récupérer l'argent. C'était d'établir Julien comme la victime et de le protéger. Le vendredi, l'avocat principal de Vanessa a envoyé une lettre de mise en demeure. La réponse chirurgicale de Gérald a décrit l'enquête criminelle, la poursuite civile et la fraude documentée. Il a mis en copie l'inspectrice et le bureau du procureur. Nous n'avons plus jamais entendu parler d'eux. 2 semaines plus tard, l'inspectrice Chen a appelé. Nous avons déposé des accusations. Vanessa Chen a été arrêtée ce matin. Une ordonnance restrictive a été émise. Elle ne peut pas vous contacter. Si elle la viole, c'est la prison immédiate. Le procès est venu 6 mois plus tard. Julien a témoigné avec une dignité tranquille sur la manipulation, l'isolation, l'abus financier. Le procureur a présenté des preuves accablantes. La défense de Vanessa, prétendant que Julien avait donné la permission pour tout, était pathétique. Le jury a délibéré 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Condamnation, 4 ans de prison, 3 ans de probation, restitution de 32 000 €, ordonnance restrictive permanente. J'ai observé son visage pendant que la sentence était lue. Elle avait vieilli. Pas de vêtements de créateur, pas de maquillage parfait. Juste une femme dans un costume mal ajusté, faisant face aux conséquences. Elle a regardé Julien une dernière fois alors qu'il l'emmenait. Il n'a pas regardé en arrière. Dehors, au tribunal, Julien a exhalé. C'est vraiment fini. C'est vraiment fini, ai-je confirmé. Et puis, la vie a recommencé. 2 mois après le procès, Julien a rencontré Rachel, une enseignante avec un sourire chaleureux qui m'a apporté des fleurs lors de notre premier dîner et a posé de vraies questions sur nos vies. Elle était gentille, indépendante, avait sa propre vie et ses amis. C'est à ça que ressemblait l'amour sain. 6 mois plus tard, il a fait sa demande au parc de Washington, un endroit sans mauvais souvenirs. Leur mariage était petit et beau dans mon jardin, sous le chêne d'Isabelle. Quand les vœux de Julien ont inclus « Je promets de toujours écouter les gens qui m'aiment, de ne jamais confondre le contrôle avec l'attention », j'ai pleuré des larmes heureuses. Ma vie s'est également transformée. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes aidant les survivantes d'abus financiers. Patricia et moi avons créé un groupe de soutien pour les parents dont les enfants sont dans des relations manipulatrices. J'ai rejoint un club de jardinage, pris des cours de peinture, voyagé. Ma vie s'est élargie en quelque chose de riche et épanouissant. 1 an après le mariage annulé, Julien et Rachel ont eu la petite Marguerite Rose. En tenant ma petite fille, Julien a dit « Je veux qu'elle connaisse son grand-père. Tu m'as appris à quoi ressemble l'amour inconditionnel. » Pendant ce temps, Vanessa a purgé 2 ans et demi avant la libération conditionnelle. Elle a déménagé chez ses parents âgés en difficulté. Elle a travaillé dans la vente au détail, son salaire saisi pour une restitution impayable. Ses réseaux sociaux sont restés sombres, son style de vie de luxe exposé comme une fraude, ses contacts disparus. Elle a essayé de reconstruire son image une fois, postant sur les leçons apprises. Les commentaires étaient brutaux. Les gens ont une longue mémoire et aucune sympathie pour les fraudeurs condamnés. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait fui vers le Midwest, échappant à sa réputation. Je n'ai pas suivi. Elle n'était plus mon problème. Mon problème, c'était les dimanches avec Julien, Rachel et la petite Marguerite. Mon problème, c'était mon jardin, les femmes que j'aidais, la vie que j'avais récupérée. Vanessa avait tout misé sur la manipulation et avait tout perdu. Liberté, réputation, avenir. Nous avions tout gagné. Famille, paix, justice, amour. Julien était en sécurité, guérissait, construisait la vie qu'il méritait avec quelqu'un qui l'aimait vraiment. J'avais retrouvé mon fils, une belle fille que j'adorais, et une petite fille qui grandirait en sachant à quoi ressemble le vrai amour. La justice n'avait pas seulement été rendue, elle avait été gagnée, combattue et célébrée.
Et debout dans mon jardin, regardant Julien pousser Marguerite dans sa poussette pendant que Rachel riait de quelque chose qu'il disait, je ressentais une paix complète. Nous avions gagné. Complètement. Définitivement. Pour toujours. En repensant maintenant, je comprends que les batailles les plus difficiles que nous menons sont souvent pour les gens que nous aimons le plus. J'aurais pu abandonner quand Julien m'a repoussé. J'aurais pu accepter le chemin facile, m'excuser, rester silencieux, prétendre que tout allait bien. Mais le vrai amour n'est pas pratique. C'est rester ferme quand quelqu'un que vous aimez est détruit, même s'il vous déteste pour ça. Faites confiance à vos instincts. Quand quelque chose semble faux, c'est généralement le cas. N'ignorez pas les signaux d'alarme parce que vous voulez être poli ou accommodant. La manipulation prospère dans le silence et la complaisance. Documentez tout. La vérité est votre arme la plus puissante, mais seulement si vous pouvez la prouver. Plus important encore, ne sous-estimez jamais la détermination d'un père à protéger son enfant, peu importe l'âge de cet enfant. Alors, je vous demande, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous combattu? Ou vous seriez-vous retiré? Avez-vous fait face à quelque chose de similaire dans votre propre famille? Partagez votre histoire dans les commentaires. Abonnez-vous pour entendre plus d'histoires sur la navigation dans les défis familiaux. Et souvenez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser d'abandonner. Merci d'avoir écouté mon histoire.